On est de retour pour un nouveau CQFR, mais comme vous pouvez le voir à mes côtés, il n'y a pas Chat, il y a Théo. Théo qui prend le relais aujourd'hui et demain, et sans doute samedi, même si le samedi, en fait, tu es toujours là. Mais bon, voilà, en tout cas, aujourd'hui et demain, tu remplaces Shai. Théo, on va commencer par de la WNBA sans Shai. C'est fou ça, tu vois, Lourde il va être fier de nous. responsabilité là. Ouais, je pense qu'il va écouter, il va dire ah, si on dit des conneries, il risque de nous tomber dessus. Mais on parle de WNBA parce que Caitlin Clark, et vous noterez que je dis bien son nom, a encore battu un record, celui du nombre de paniers à 3 points inscrits sur une saison pour une rookie. C'est-à-dire que cette nuit, Caitlin Clark en a mis 3. Alors, elle a fait 3 sur 12. Mais Indiana a quand même battu Connecticut. Victoire d'Indiana 84-80. Et donc, Caitlin Clark qui bat un record, Théo. Un de plus pour Caitlin Clark et sans doute pas le dernier. Exactement, et donc belle performance déjà, effectivement, qui a ce record pour le plus grand nombre de tirs à 3 points inscrits par une rookie. C'est un petit peu le record quand même sur lequel on s'attendait à l'avoir quoi qu'il arrive, vu que faut reconnaître qu'une énorme partie de la hype autour de Caitlin Clark était basée sur ses tirs à 3 points lointains, sur son adresse de loin, etc. Ce qui est le plus intéressant finalement dans ce match-là, j'ai envie de dire, c'est pas tant ce record parce qu'on s'attendait à ce qu'il soit battu, c'est plus la victoire du Fever qui confirme quand même son état de forme depuis le break et qui tape le Connecticut Sun, qui est une grosse équipe, et qui pour l'instant continue de s'accrocher à sa septième place à l'Est, septième place au global, et donc qui continue à être bien placé pour les playoffs. Et ça, je trouve que c'est quand même assez intéressant parce que, enfin, on reparlera peut-être des autres records que Caitlin Clark peut encore essayer de battre derrière, Antoine, mais tu sais, c'est assez marrant en fait. Il y a eu tellement de hype autour de Caitlin Clark que ça a dépassé un petit peu le microcosme, j'ai envie de dire, des gens qui étaient vraiment fondus hardcore de WNBA et de basket universitaire féminin. Et du coup, pour certains, tu sens qu'ils ont été un petit peu saoulés quelque part de se dire c'est pas normal finalement qu'on en fasse autant autour de cette joueuse, même si elle est extraordinaire, alors qu'il y a d'autres joueuses qui font voilà, des légendes depuis des années et des années dont on parle pas. Et du coup, c'est vrai que c'était assez marrant de voir à la sortie finalement de fac de Caitlin Clark, il y avait d'un côté des gens qui connaissaient que Caitlin Clark et donc qui pensaient qu'elle allait archi dominer la ligue, que ça allait être, qu'elle allait tout révolutionner, ou là ils en faisaient trop. Et de l'autre côté, tu sais, des fans plus experts, j'ai envie de dire, peut sans doute, mais peut-être qui était du coup poussé à mettre vraiment la pédale de frein, à dire non mais attendez, elle peut pas dominer comme ça, c'est la meilleure ligue du monde, ça sera pas aussi simple que ça. Et en fait ils avaient pas tort non plus là-dedans, mais du coup j'ai l'impression que certains sont aussi allés trop à l'encontre finalement de quelque part de ce que Caitlin Clark pouvait faire. Et là, je trouve ça intéressant parce que la hype est un peu redescendue. Maintenant, les gens sont habitués à la voir sur le terrain. On n'a plus tous les deux matchs, les réactions, Ouais. tu sais, un petit peu voilà, Les les, commentaires aussi, il y a nettement moins de commentaires. Tu sens que maintenant, elle fait partie du milieu. Elle fait voilà. partie de la communauté WNBA, même auprès de ses pairs, etc. Exactement, elle a prouvé sa valeur et maintenant, finalement, elle est considérée juste comme une jeune joueuse ultra talentueuse. Alors bien sûr, il continue à y avoir de la hype et de la communication autour d'elle, mais je trouve que c'est un petit peu redescendu malgré tout. Et ce qui est intéressant, c'est de voir justement finalement sa panoplie en tant que joueur et le fait qu'elle a un vrai impact, même si voilà, au-delà de ses stats individuelles, fait gagner son équipe au bout du compte. Indiana avait commencé la saison avec une seule victoire en 9 matchs. Ils étaient à 1-8. Et là, maintenant, ils sont à 15-16. Donc, le bilan est toujours négatif sur l'ensemble de la saison. Mais ça veut dire qu'il y a 14 victoires sur les 22 derniers matchs. Là, ils ont quand même bâti une équipe du Sun, enfin le Sun de Connecticut, qui est plutôt bien classé. Donc, il y a une vraie montée en puissance, pas que de Caitlin Clark, bien sûr. Par exemple, Kelsey Mitchell, c'est son quatrième match de suite à 20 points ou plus. Mais il y a une équipe, effectivement, qui se dessine et qui est très, très bien partie pour jouer les playoffs et qui, normalement, devrait jouer les playoffs. Mais du coup, voilà, la stat qui est intéressante, c'est qu'en remportant leur 14e match, c'est la première fois depuis 2016 quand même que cette équipe du Fever parvient à gagner plus de 14 matchs dans une saison. Donc on voit son impact effectivement dans la colonne des victoires-défaites. Et ça, je trouve ça, voilà, c'est fort en fait. Parce que ça veut dire que la hype était pas finalement, elle était peut-être disproportionnée quelque part, mais par contre, le talent de cette joueuse, il est indéniable, il est réel. C'est une joueuse qui va marquer la ligue et qui la marque déjà. Ouais, tu peux être disproportionné sans être injustifié au C'est final. ça. Et effectivement, bon, ça peut peser dans la course au rookie de l'année d'ailleurs. Les records, la capacité à mener son équipe en playoff. On a parlé du record du nombre de paniers à 3 points pour une rookie. Donc, comme j'ai dit là, elle est passée à 88. Le précédent record, c'était 85.
Elle peut se rapprocher du record total sur une saison qui est détenu par Sabrina Ionescu. Pardon. Magnifique. Voilà, mon appartement est en train de tomber en ruine. Peut-être que d'ici quelques instants, le plafond tombera en direct sur ma tête. On fera des vues là. Mais du coup, je disais le record qui est détenu par Sabrina Ionescu qui est à 128. Normalement, elle ne l'atteindra pas. Il reste 9 matchs, mais elle peut le toucher. Elle peut s'en rapprocher, pardon. Et il y en a un autre, Théo, c'est celui du nombre de passes décisives sur une saison. On ne parle pas de rookie, c'est vraiment toutes joueuses confondues. Elle est à J'ai évidemment perdu le chiffre. Elle est à 247. Elle est à 69 de moins que Alyssa Thomas, 316 sur une saison. On a fait le calcul avant le lancement du CQFR. Normalement, celui-là, elle l'a vraiment dans les jambes. Elle devrait pouvoir atteindre le record de passes décisives sur une saison dès sa première saison en WNBA. Ouais, ce qui serait incroyable. Et c'est vrai que finalement, encore une fois, le gros du buzz est tourné autour de sa capacité à shooter de loin, avec les comparaisons avec Stephen Curry ou d'autres, ou Damian Lillard ou d'autres shooters longue distance. Moi, c'est vrai que l'aspect que j'aime le plus probablement de son jeu, c'est son sens de la passe. Je la trouve extraordinaire vraiment dans son feeling, son toucher, sa lecture. Et donc ça, pour le coup, je trouve que ça serait vraiment un record qui sans doute me marquerait plus. Tu vois, le nombre de passes décisives sur une saison, là, on parle pas de rookie, on parle all-time. Ça, c'est un record, je pense, voilà, moi personnellement, qui me parlerait plus que celui du plus grand nombre de tirs à 3 points réussis par une rookie, sachant que ce type de record, malgré tout, on sait qu'ils vont être amenés à être battus, en fait, parce qu'à mesure que de plus en maintenant, il y a eu l'effet Stephen Curry où tout le monde s'est mis à shooter de plus loin chez les garçons. Alors ça n'a pas touché que les garçons, ça a touché les filles bien entendu. Et maintenant avec une fille comme Caitlin Clark, bah, ça va enlever aussi tout un paquet de, bah, je pense pas de tabou, mais tu vois, un petit peu de ça va ouvrir encore plus le jeu aussi pour les filles et qui vont découvrir le basket grâce à l'hype autour de Caitlin Clark. Et ça, je pense que ça va continuer à se voir de plus en plus au fur et à mesure des saisons. D'ailleurs, sur le 3 points, par contre, j'y pense. Je suis d'accord avec toi. Je suis tout à fait d'accord avec toi ce que tu as dit sur la passe décisive. Je trouve ça aussi plus marquant que le nombre de paniers à 3 points, qui, quelque part, dépend aussi d'une évolution du jeu, tu vois, et Ouais. pas seulement des qualités évidentes de Caitlin Clark. Mais par contre, il y a quand même un truc. Est-ce que tu as vu ce graphique de la distance moyenne à laquelle elle met ses 3 points? C'est plus loin que Stephen Curry, Damian Lillard et Trae Young Non, j'ai pas vu ça. cette J'ai pas vu saison. ça. C'est quand Ouais. même dingue, quoi. Ouais. Ses 3 points en moyenne sont inscrits un poil plus loin que ceux de Stephen Curry, Young et Lillard sur la saison NBA. Donc, franchement, assez dingue, sachant qu'elle joue en WNBA, du coup. C'est assez chaud. C'est-à-dire qu'en fait, une fois qu'elle a passé le milieu de terrain, dès qu'elle Ouais, commence à dribbler vers sa c'est gauche, tu sais c'est qu'elle peut ça. tirer à tout moment parce que c'est vraiment son go-to C'est c'est move. c'est exactement ça. Allez, on va enchaîner, on va revenir sur de la NBA, on va parler de Michael Porter Jr. Je peux juste rajouter un Ouais, petit ah truc oui, pardon, WNBA bien sûr, juste bien avant sûr. qu'on Ah referme. oui, mais oui, mais je suis bête. Non, mais attends, Ouais, attends, attends, mais on va parler des résultats. Je suis bête. Non, en plus, Gabby Williams voilà. jouait et elle a été titulaire pour le coup. Elle est rentrée dans le 5 majeur du Storm. Seattle qui a battu Atlanta 85-81 avec Gabby Williams dans le 5. Exactement, et qui a été décisive. Alors, en termes de scoring, c'est pas du tout là qu'elle a été attendue, comme sur son premier match. Elle termine comme sur son précédent match, pardon. Elle termine avec 3 points simplement, 1 sur 6 au tir. Par contre, 5 rebonds, une passe, une interception, et une interception décisive sur la fin du match, parce que c'est un match que Seattle a dû batailler pour aller chercher face à Atlanta. Et ça s'est terminé avec 3 actions vraiment clutch, un panier de Jewel Lloyd, un panier de Neka Ogumike et cette interception de Caitlin Clark, pardon, de Caitlin Clark, putain, vraiment De Gabby Williams. vivement le retour de Shai, cette interception de Gabby Williams, donc elle a eu un gros temps de jeu en plus, donc voilà, c'est quand même une belle performance, je trouve, de débarquer en cours de saison comme ça et de tout de suite avoir un rôle aussi important finalement au sein de cette équipe de Seattle. Donc très belle perf de Gabby Williams et donc du Seattle qui s'est imposé 85-81 face au Atlanta Dream. Ouais, les autres résultats, Washington a battu Chicago. Donc, pareil, ça, pour Chicago, ça écarte encore un peu l'hypothèse playoff pour l'équipe d'Angel Reese. Minnesota a battu Phoenix et Los Angeles a battu New York. C'est la surprise de la Surprise, nuit. ouais, c'est clair. Une des équipes les plus faibles, voire l'équipe la plus faible qui bat l'équipe la plus forte. Donc voilà, victoire de Los Angeles contre New York. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose du coup, Théo. Non, c'était ça. Rien Oui, de plus, j'avais rien de plus oublié. pour moi. Non, non, mais tu as bien fait. Heureusement que tu étais là, tu vois. Du coup, maintenant, on peut effectivement parler de Michael Porter Jr., qui est
assez intéressant, mine de rien, à chaque fois qu'il s'exprime dans des podcasts, je trouve, ces derniers temps. Il y a des fois, on s'est moqué de lui avec Shai et on trouvait il nous avait lâché quelques dingueries. Et c'est vrai qu'il n'a pas forcément de filtre, mais du coup, ça donne des réponses euh, nettement moins filtrées. J'ai perdu le mot que je voulais employer, mais il s'exprime sur certaines choses et il va être plus honnête. Et notamment là, il a parlé un peu de l'argent et de la pression que peut lui apporter son contrat max qui avait été signé, je ne sais plus quelle année, mais je me souviens du montant, c'était 179 millions sur 5 ans. Donc ça doit remonter un petit peu parce que c'est loin des contrats max actuels. Et ça, mine de rien, ce contrat-là, ça lui met de la pression à Michael Porter Jr. et il l'a reconnu. Je ne sais pas si tu as la quote sous les yeux, Théo, ou si tu Ouais, veux que... Alors vas-y, je te laisse. ouais, j'ai la côte sous les yeux. Alors en gros, bon, je vous la fais, c'est un petit peu, je vous la fais à la volée. Euh, il dit en gros, bah, que lui, il a toujours adoré le basket, notamment avant de se blesser. Et il dit maintenant, c'est un petit peu différent. Parfois, j'ai le sentiment que c'est un peu comme un boulot. J'adore toujours le basket énormément, mais avant, j'aurais joué à ce jeu gratuitement tant que je pouvais, malgré tout, en vivre. Mais en gros, voilà, tant que j'avais de quoi manger, j'aurais joué au basket même gratuitement. J'adorais ce jeu. Et maintenant, l'argent n'a jamais été mon objectif. Mon objectif, ça a toujours été de voir jusqu'où je pouvais aller, à quel point je pouvais devenir fort au basket. Mais maintenant, honnêtement, l'argent rend parfois les choses. C'est un peu plus difficile en fait de profiter et de prendre du plaisir à jouer maintenant parce qu'avec un contrat maximum, il y a énormément d'attentes qui arrivent, notamment sur la constance. Si tu gagnes autant d'argent, tu es censé être constant, tu es censé être un All-Star, tu es censé être ceci et être cela. Et on sent que voilà, cette pression qui vient de son contrat, bah, c'est pas facile à gérer. C'est pas le premier joueur qui a ressenti ça. Même, je pense que probablement un joueur comme Nicolas Batum, qu'on connaît assez bien après son énorme contrat signé avec c'était avec Portland, il avait signé ou avec les Charlotte. Charlotte? Avec Charlotte. C'est après avoir été tradé, effectivement. Ça avait mis aussi une certaine pression. Et après, c'est vrai qu'on compare, enfin, on regarde et on juge tes performances à l'aune de ton contrat. Et on sent que du côté de MPJ, bah, ça pèse. Et c'est pas le premier, c'est clair. Par contre, c'est rare que les mecs l'expriment C'est publiquement, vrai. notamment pendant leur carrière et pendant même la durée de leur contrat. Je trouve ça très honnête de sa part. Euh, Ça explique certaines choses et c'est vrai que ça rappelle un point important, comme tu l'as dit, tu vois, comme il le dit, la charge mentale qui accompagne en fait un tel contrat. Et au final, ça montre aussi que ceux qui arrivent à... C'est pas juste ton niveau de basketteur, on le sait très bien. On sait très bien que le mental est sans doute même encore plus important que le talent, en fait, dans une ligue où il y a déjà les 500 meilleurs joueurs du monde. Mais le cap entre être un bon joueur et être un All-Star et être un All-Star qui devient même une superstar, tu vois. C'est quand même des attentes effectivement, autour de Michael Porter Jr. Nous, les premiers, tu vois, on dit souvent, bah tiens, si lui, il passe un cap, les Nuggets, ça va vraiment devenir quelque chose. Tu vois, tu te dis, il y a une vraie dynastie potentielle. On se dit souvent qu'il est le facteur X pour la dynastie des Nuggets. Et il n'a pas passé ce cap. Et en tout cas, pour l'instant, il ne l'a pas passé. Et c'est vrai que c'est le mental quoi, qui fait la diff sur ce genre de palier à franchir. Ouais, c'est vrai que, alors, je suis d'accord avec toi, il a pas passé de cap. Je trouve qu'il a progressé malgré tout, globalement, en fait. Mais ce qui est très dur, en fait, je pense, pour un joueur comme Michael Porter Jr., c'est un mec qui a toujours été une star, en fait. Il était au lycée, c'était la star, il avait tous les ballons. Il a pas joué beaucoup à la fac, mais le moment où il était à la fac, avant qu'il se blesse, bah, il avait tous les ballons. Et là, tu tombes dans une équipe où, de toute façon, tu n'auras pas tous les ballons. C'est Jamal Murray et Nikola Jokic qui vont avoir les ballons. Donc, on va te demander d'avoir un rendement de star, mais finalement dans un style de jeu qui a jamais été le tien jusqu'à présent. On va te demander d'être dans le corner, de faire des coupes, de bouger sans le ballon, et tu vas pas avoir la liberté de créer avec la balle. On va te demander en plus de défendre, parce qu'on se dit, bah non, nous pour qu'on puisse gagner, en plus, il faut que tu défendes, et on sait que ça a jamais été sa force, mais non, ça a jamais été quelque chose non plus qu'on lui a demandé, en fait, jusqu'à présent. On va te demander d'aller au rebond. En fait, on va te demander d'être c'est un peu c'est parfois ça, d'être la star de ton Dans ton rôle, rôle, ouais. mais c'est un rôle qu'il a jamais eu de sa vie en fait. Et donc je pense que ça aussi, ça rajoute un petit peu à la pression qu'il y a autour d'un joueur comme Michael Porter Jr. qui en plus doit se dire non mais donnez-moi les ballons, laissez-moi jouer mon jeu et puis je vais vous montrer moi que je mérite mon salaire. En même temps tu dis bah non, il y a Jokic et Jamal Murray, non, c'est pas toi qui auras les ballons, faut que tu sois une star mais dans le rôle que nous on te demande d'avoir et pas autrement.
Voilà, moi j'ai toujours pas fait une croix sur Michael Porter Jr. L'an dernier, c'est vrai qu'il a eu une saison qui était plus compliquée que ouais, un peu, qui était compliquée, aussi compliquée par des problèmes personnels sans nom, familiaux en fait, parce que au bout du compte, c'est pas lui qui a été dans les problèmes, mais voilà, ses frères ont été dans les problèmes tout au long de l'année, donc je pense que ça a joué. Et je pense par rapport à ce que tu disais Antoine, ça reste malgré tout toujours le facteur X de cette Mm. équipe de Denver. Et ce que tu disais reste toujours aussi vrai. S'il arrive à passer un cap dans son rôle, dans le rôle qu'est le sien à Denver, ça peut faire une énorme différence toujours pour les Nuggets. Moi, je suis comme toi, j'ai pas fait une croix sur lui non plus. C'est pas le mec dont la personnalité m'inspire le plus confiance. Voilà, je sais que Shai non plus, mais je le trouve intéressant et c'est un mec qui mûrit en fait. Faut pas oublier, des fois, je sais que moi le premier, Shai aussi, on juge des fois des mecs qui ont 20 ans, qui ont 15 ans de moins que nous. On oublie qui on était à 20 ans, je pense, tu vois. Moi, si je me Ouais. souviens qu'à 20 ans, des conneries, j'ai dû en dire, mais déjà que j'en dis encore aujourd'hui, mais tu vois, il y a des avis sur lesquels et puis surtout qui on est pour juger vraiment qu'est-ce qui est à côté de la plaque ou non, tu vois. Mais voilà, c'est des mecs jeunes, mine de rien, qui mûrissent. Et Michael Porter Jr., il a déjà montré qu'à son jeune âge, et malgré, comme tu l'as dit, le statut qu'il avait, alors oui, il est pas drafté. Les gens qui connaissent pas Michael Porter Jr. avant la NBA vont dire bon, bah, c'était un 14e choix de draft, ça va, c'était pas non plus c'était la superstar de sa génération, Michael Porter Jr. En fait. C'était un mec qui devait être drafté en 1, 2 ou 3. Et voilà, c'est un mec qui a toujours été programmé pour être une superstar, été comparé à Kevin Durant, etc. Et malgré tout ça, il est arrivé en NBA et à son jeune âge, il a réussi en partie à s'adapter à un rôle. Euh, il y a des ratés par moments, il y a des moments où il le bench, Michael Malone, mais il a quand même réussi à rentrer un peu dans ce rôle, pas au point d'être la superstar dans son rôle, comme tu l'as dit, mais il a déjà su faire ça, et je me dis qu'il y a une possibilité, en fait, il y a des éléments qui te laissent penser que ce mec, quand il va mûrir, quand il va continuer à mûrir, il va continuer à évoluer et il va forcément d'une certaine manière gagner en constance sur certains aspects du jeu. Et moi, je suis comme toi, j'enterre pas et ça clairement, c'est toujours le facteur X des Nuggets. Je te rejoins à 100% là-dessus. Ouais, et puis il y a un autre élément quand même qui est important, c'est sa blessure au dos, qui a été une blessure très sérieuse. Je ne savais même pas s'il allait pouvoir rejouer. Et l'an dernier, justement, dans un entretien, il avait confié, j'ai trouvé ça hyper intéressant, que il devait aussi se réhabituer à son corps, en fait, qu'il avait plus les capacités athlétiques qu'il avait par le passé, mais que ça revenait progressivement, mais que c'était un long processus. Donc ça aussi, je pense que c'est à prendre en compte dans l'équation, c'est-à-dire que tu es obligé de te réinventer dans un nouveau rôle avec des qualités physiques et athlétiques qui sont plus tout à fait les mêmes. Donc t'es obligé de réapprendre tout un tas de choses. Et c'est vrai que là, je vais revenir à sa côte. En plus, tu as ce contrat qui te met une pression, quoi. On te regarde, on dit non, mais tu gagnes des dizaines et des dizaines de millions de dollars, tu peux pas te permettre de ne pas être au niveau. Et je suis assez curieux en fait de voir dans quelle disposition il va revenir cette année avec Denver, parce que malgré tout, c'est ce que je disais en préambule, là, moi j'ai trouvé quand même qu'il avait progressé. Défensivement, on sait que sur l'homme, ça sera jamais un stopper, mais je l'avais trouvé beaucoup plus actif dans les aides. Je l'avais trouvé l'année où ils sont champions excellent au rebond, parce que c'est un joueur qui est vraiment grand en fait. Et notamment, sur certains matchs de playoff où vraiment il avait fait l'effort d'aller au rebond. Et tout ça, c'est des éléments que je trouve quand même encourageants pour la suite. Comme toi, il a eu des sorties. Tu dis, bon, bah, enfin, très vite, tu pourrais dire, bon, il est stupide en fait, ce mec. Mais finalement, déjà, il y a deux choses en fait. C'est que tu peux être stupide dans la vie de tous les jours sans que ça pose problème dans un vestiaire de basket, forcément, et sans que ça veut dire que tu sois stupide. Et je mets des guillemets, bien sûr, à stupide hein, sur le Oui, terrain. oui. Et finalement, tu vois, pour l'instant, c'est un joueur qui a jamais posé problème en fait. Même les fois où il s'est fait bencher entre guillemets par Michael Malone, derrière, t'as jamais eu le sentiment que derrière il faisait la Ça n'a gueule ou jamais qu'il créé voulait. une crise aux Nuggets, quoi. Jamais. Exactement, exactement. Donc finalement, euh, voilà, je pense qu'on peut. Enfin, en tout cas, moi, je continue, comme tu disais Antoine, je continue de croire en ce joueur et puis j'ai hâte de voir ce que vont donner ces Nuggets avec en plus l'ajout de Russell Westbrook notamment, Dario Saric aussi, je pense qu'il est parfait pour cette équipe de Denver. Voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je pense que Denver a pas fait une grosse intersaison, tu vois. Ça serait Mm. exagéré de dire ça. J'ai été le premier à dire que ça faisait potentiellement partie des perdants, mais avec des guillemets, dans le sens juste où il y a des équipes qui recrutent et toi, tu es un peu largué sur certains dossiers. Russell Westbrook, on ne sait pas exactement ce que ça va donner, mais honnêtement, un Russell Westbrook dans cet environnement, moi, je suis persuadé qu'il va jouer en partie comme Bruce Brown le faisait aux Nuggets. J'en suis intimement convaincu.
Je suis pas méga hypé, moi perso, par Christian Brown et Peyton Watson. Je le cache pas. Je le disais déjà en début de saison dernière, je m'attendais pas à ce que les mecs passent un gros cap, mais là, ils ont encore un an de plus, donc forcément, ils seront un peu plus impactants. Et donc, Darius Saric, je pense comme toi que c'est une bonne recrue. Je me dis pas que les Nuggets sont archi favoris pour le titre, mais avec le repos qu'ils ont pu avoir, même si Jokic a joué les jeux et Jamal Murray aussi, le fait que forcément ils seront un peu moins attendus, un peu moins regardés, c'est une équipe. Tu peux pas, en fait, je les vois pas comme archi favoris, mais tu ne peux pas les enlever des favoris au titre. Ils font partie des 4 équipes qui peuvent aller au bout, quoi. Déjà parce qu'elles ont c'est une équipe qui a le meilleur joueur du monde. Donc cette équipe des Nuggets, je pense qu'il faudra quand même se méfier. Enfin, ceux qui sous-estiment cette équipe des Nuggets cette saison, euh, attention quand même. Ouais, je suis curieux. Pour Westbrook, je vois ce que tu veux dire pour Bruce Brown. En fait, je le vois forcément comme un, éne- un energizer qui sort du banc. Par contre, voilà, défensivement et dans la pose d'écran, je pense pas qu'il pourra apporter ce qu'apportait Bruce Brown. Même si, voilà, s'il acceptait de se mettre à Bien sûr. porter des écrans, ça changerait, ça donnerait une toute autre dimension à son jeu. Mais là, Ah, je je suis suis pas sur sûr l'attaque. J'étais qu'on le sur verra l'attaque, bouger c'est vrai. là-dessus. Oui, oui. Mais en attaque, effectivement, moi, je suis plutôt confiant dans le sens. Aussi pour l'autre raison, c'est qu'il a choisi de venir là. C'est aussi une grosse différence quand tu choisis vraiment ta destination. Là, il sait ce quel sera le deal. Euh, euh, Avant qu'il signe, c'est sûr que le coach lui a dit bon bah ton rôle ça sera ça. Là il vient en connaissance de cause, donc moi je suis plutôt confiant dans le fait que ça puisse marcher. Pour les deux, pour Christian Brown et Peyton Watson, pour moi le cap, j'attends de voir si Peyton Watson peut passer un cap. Christian Brown, je m'attends pas à ce qu'il passe de cap, mais je trouve que c'est déjà un joueur solide en fait. Je trouve que c'est quand même déjà un joueur NBA solide qui va forcément continuer de progresser. C'est le joueur, comment dire, Il va être il n'y a pas titulaire une quand même. énorme marge, hein. Il va être titulaire, il faut qu'il passe un cap. Je ne sais pas si je le vois déjà comme un titulaire en NBA. En tout cas, un titulaire d'une équipe qui joue le titre, tu vois. C'est-à-dire que moi, je te redonne la parole, hein, mais quand ils sont champions, je le trouve très intéressant, mais parce qu'il est 8e homme qui des fois fait un peu plus. Quand d'un coup il se retrouve à être 6e homme, sur sa saison sophomore, je me dis, aïe, ça risque d'être un peu trop. Et je pense honnêtement que ça a été un peu trop. Et là maintenant, il était je dirais, il était un peu trop déjà à mon goût en tant que 6e homme. C'était un peu trop pour lui sur sa saison sophomore. Évidemment, là, il y a une progression. Surtout, c'est la 3e année. C'est celle où peut-être les mecs explosent. Donc, Mais là, il va se retrouver titulaire dans la peau de Kentavious Caldwell Pope quand même. Ouais, en fait, je vois ce que tu veux dire, mais limite, je pense que c'est pas limite. Enfin, je me dis que le rôle de titulaire, tout dépend qui tu as à côté en fait. Lui Oui, oui, convient c'est vrai. peut-être mieux que celui de 6e homme. Si tu attends d'un 6e homme ce qu'on attend habituellement d'un mec qui va vraiment Pas changer la faux. dynamique ou la donne, tu vois. Alors que là, si c'est un joueur du 5, mais avec d'autres joueurs qui déjà font le taf et que lui, il va défendre, prendre les tirs ouverts dans le corner, bouger, poser des Et ouais, écrans, ouais, c'est vrai. moi, ça me gêne pas forcément, en fait. Je trouve qu'il a montré par le passé que c'était un joueur qui fait peu d'erreurs. Tu vois, c'est-à-dire que c'est. Tu le mets sur le terrain, il va pas exploser. Par contre, tu sais que tu vas avoir de la constance en fait dans ce que le coach aura demandé dans ta continuité de jeu. Donc moi j'aime vraiment bien son profil. Et là, par contre pour le cap, je te disais, c'est pour Peyton Watson. J'attends de voir. En saison régulière, il a fait des belles choses par moment. Mais c'était vraiment inconstant, ce qui est normal pour. C'était la première saison où vraiment il avait du temps de jeu avec Denver. Donc je pense que cette année, par contre, c'est normalement l'année où tu peux voir effectivement si le mec a passé réellement un cap. C'est pour ça simplement que je faisais cette petite distinction entre les deux. Yes. Allez, je te propose qu'on termine avec la signature de Lonnie Walker 4 au Boston Celtics. Alors, c'est une signature sur un an, mais je ne suis pas sûr que ce soit un vrai contrat d'un an garanti. On a peu de détails. Pour l'instant, il n'y a que Shams Charania qui a parlé d'un Exhibit 10 et Adrian Wojnarowski qui parle d'un contrat d'un an. On peut voir ça peut-être comme une invitation au training camp avec Lonnie Walker, ce qui est pas mal pour un 15e homme ou pour un mec que tu ramènes en fin d'effectif. Je me dis, c'est quand même un gars qui tournait à 36% à 3 points aux Lakers, puis 38% à 3 points aux Nets la saison dernière, quoi. Ouais, c'est une très bonne pioche, hein, je trouve. Si jamais il devait être confirmé, parce que par le passé, l'an dernier notamment, enfin moi le premier peut-être, j'avais tendance à être un peu inquiet de la faiblesse du banc, faiblesse entre guillemets, parce que du coup il n'y a pas eu de faiblesse hein, des Celtics s'ils ont roulé sur la ligue, mais c'était
un des éléments où je me disais, bon, bah, leur top 5 est injouable, par contre, derrière, c'est plus léger. Là, si tu as un joueur comme ça dans ta rotation, c'est parfait. C'est un mec qui a déjà joué un paquet de matchs, qui a joué dans plein de situations différentes. Tu sais exactement ce qu'il peut t'apporter. Il connaîtra exactement son rôle. Il aura pas peur du moment si jamais il doit être sur le terrain. Donc, ouais, ça me semble très bien pour Boston et pour Lonnie Walker si jamais ça se confirme. Ouais, pareil, on verra s'il arrive à faire ses preuves, pendant le camp d'entraînement, mais c'est dans le pire des cas, il joue pas, quoi. Ouais, c'est ça, Donc, exactement. allez, on va s'arrêter là-dessus. On se retrouvera demain pour un nouveau CQFR. On sera à nouveau tous les 2. D'ici là, bonne journée à tous. Ciao, ciao. Ciao.